Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Beaucoup de personnes ont une image naïve de la dépression. Ils pensent qu'une personne dépressive, qui passe sa vie dans son lit, est une personne qui manque de but dans sa vie, une personne qui manque de motivation, une personne mentalement faible, une personne molle. Mais paradoxalement, dans bien des cas, il s'avère que c'est exactement l'inverse qui cause la dépression chez beaucoup de gens. C'est un mental trop fort, trop rigide, un mental qui se met des buts inatteignables, un mental qui a trop d'ambition. Tout d'abord, ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que la baisse d'humeur, motivation, énergie, etc., est en grande partie un mécanisme adaptatif ancestral pour arrêter les efforts qui ne marchent pas. C'est une sorte de mécanisme de freinage par la sédation et l'anesthésie, c'est-à-dire l'endormissement et la suppression de sensations. Si ce mécanisme n'existait pas, les animaux seraient toujours aussi motivés et persévéreraient bêtement à faire des efforts qui ne marchent pas jusqu'à s'épuiser et mourir au lieu d'arrêter et de se réorienter. Tout système qui dépense plus qu'il ne gagne va finir par mourir s'il continue comme ça. Ainsi, grâce au mécanisme ancestral de baisse de l'humeur, plus on persévère dans quelque chose qui ne marche pas, plus les freins s'enclenchent, c'est-à-dire plus notre humeur diminue, de sorte à nous dissuader de continuer à perdre de l'énergie. Par conséquent, une personne qui a peu d'ambition, une personne qui se met des buts faciles à atteindre, ne va jamais fortement déclencher ce mécanisme de freinage par la baisse de l'humeur, parce qu'elle n'aura jamais d'obstacle considérable et qu'elle avancera facilement. Il en est de même pour une personne qui abandonne facilement ses buts quand c'est trop dur, et une personne qui s'en fiche d'avoir des problèmes dans sa vie, qui s'en fiche de stagner. En revanche, une personne très ambitieuse, une personne qui se met des standards et des buts difficiles à atteindre, une personne qui veut réaliser de grands idéaux, risque d'avoir beaucoup d'obstacles considérables, d'avoir des périodes où rien n'avance malgré les efforts, et par conséquent risque de fortement enclencher les mécanismes de freinage par la baisse de l'humeur. Et si elle refuse d'abandonner et qu'elle persévère à poursuivre ses buts, alors que ça ne marche pas fort, elle risque d'enclencher les mécanismes de freinage par la baisse de l'humeur encore plus profondément. Et donc se faire profondément sédater et anesthésier par son propre corps, jusqu'à entrer en dépression. Ainsi, après des années, ce genre de personnes finissent par se retrouver complètement à plat, tout le temps à vouloir dormir dans leur lit. Non pas parce qu'elles sont mentalement molles et qu'elles manquent d'engagement dans des buts, etc., mais justement parce qu'elles sont mentalement rigides et qu'elles ont trop d'engagement dans des buts qui ne marchent pas, ce qui a poussé leur corps à contrebalancer cet engagement, qui ne mène à rien, en activant les freins internes au maximum. On retrouve le même problème avec les idéaux, la moralité et, dans une certaine mesure, l'intelligence. Certaines personnes sont juste trop bêtes pour réaliser qu'il y a des problèmes dans le monde, et que certaines choses sont complètement insensées, que le monde n'avance pas dans la bonne direction, etc. Et par conséquent, ces problèmes n'activent jamais le système de baisse de l'humeur, qui, je le rappelle, se déclenche quand on a l'impression de ne pas avancer dans la bonne direction. Elles peuvent faire des choses insensées toute leur vie, sans se rendre compte que c'est insensé. De la même manière, certaines personnes n'en ont rien à faire du sort du monde. Ils acceptent sans peine les problèmes qui ne les concernent pas, et donc leurs freins ne s'activent jamais quand le monde va mal. A l'inverse, certaines personnes sont fondamentalement des idéalistes. Elles n'arrivent pas à se dire qu'on peut laisser le monde aller dans la mauvaise direction. Pour elles, le monde peut être tellement meilleur que ce qu'il est. Et elles n'arriveront jamais à accepter des standards aussi bas. Et par conséquent, elles vont se faire ronger de l'intérieur par le décalage entre leurs aspirations et le fait que les choses ne changent pas vraiment. Elles visent trop haut et leur esprit n'arrive pas à vouloir moins de la vie. Il n'arrive pas à changer pour des buts plus accessibles. Le problème d'en vouloir trop vite, c'est au passage la même raison pour laquelle les perfectionnistes et les pressés tendent à être névrosés. Leurs standards sont trop durs à atteindre. Beaucoup de personnes se sabotent de l'intérieur et se rendent misérables en suivant les standards irréalistes et superficiels de notre société. Il faut toujours être le plus beau possible, toujours être heureux, gagner plein d'argent, avoir des milliers et des milliers de vues et de likes sur les réseaux sociaux, réussir le plus rapidement possible, etc. J'en détaillais un exemple dans l'épisode 183 et 184. Ça peut en devenir ridicule à quel point on peut se rendre misérable pour des bêtises. Ce qui est pourquoi c'est crucial de bien comprendre tous ces mécanismes psychologiques. Le paradoxe clé à comprendre étant que rechercher plus nous fait avoir moins. Cela nous fait constamment être déçus, constamment être en manque. Un autre exemple classique de dépression liée à un engagement excessif et à une rigidité de l'esprit qui refuse de se désengager, l'amour impossible. On est des milliards sur Terre
mais notre esprit peut avoir la fâcheuse tendance de rester bloqué sur une personne avec laquelle ça ne marche pas. Et s'il reste bloqué pendant des années comme ça, la dépression est quasi inéluctable. Gérer ses attentes égale gérer son humeur. Ce n'est pas un hasard que je valorise le minimalisme, la patience, l'indépendance et la focalisation sur le processus. Ce sont des valeurs clés pour éviter de déclencher les pièges associés au mécanisme de baisse de l'humeur, en particulier quand on a de grandes visions pour sa vie. Notez au passage que la persévérance n'est pas la patience, puisque la persévérance est justement un déclencheur potentiel de dépression, alors que la patience sert justement à apporter de la paix et la relaxation intérieure. La différence entre la persévérance et la patience est l'attitude intérieure. La persévérance implique une forme d'acharnement et d'attachement, alors que la patience implique un certain détachement. Avec la patience, il y a une partie de toi qui considère que c'est gagné d'avance, qu'il faut juste faire le chemin et ça va arriver. Autrement dit, avec la patience, tu es dans un certain état d'esprit d'abondance, alors qu'avec la persévérance, tu cherches à réussir et à prouver que tu vas réussir. Tu es en quelque sorte motivé par le manque, l'incertitude et le besoin d'obtenir ce que tu n'as pas. Ce qui est pourquoi tu risques d'activer les mécanismes de freinage par la baisse d'humeur quand ça mettra du temps à se réaliser. Être persévérant sans être patient peut finir par vous tuer de l'intérieur et vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez. Plus il y a d'incertitudes durables, ou plus la certitude va dans le mauvais sens, plus les freins s'enclenchent. Comme je vous l'expliquais dans un précédent article, la plupart des personnes dépressives sont persévérantes. Elles sont attachées à une mauvaise carte de ce qui les rend heureux. Elles sont attachées à une carte du monde et de la vie qui ne marche pas. Et elles n'arrivent pas à s'en détacher. Leur esprit n'est pas mou, il est rigide. Leur esprit n'est pas faible, il est fort. Il est persévérant, mais de la mauvaise manière. Bien sûr, il y a plein d'autres facteurs liés à la dépression, et on en reparlera. Mais j'insiste sur celui-ci, car pour moi, c'est vraiment celui duquel tous les autres découlent, et c'est celui qui échappe à la plupart des gens. Par exemple, un autre facteur de dépression, c'est le manque de relations sociales. Et pourquoi beaucoup de personnes sont en dépression à cause de ça? Eh bien parce qu'elles refusent d'admettre que c'est important et qu'elles en ont besoin. En premier lieu, elles sont attachées à une mauvaise carte. Elles se voient comme une personne autonome, qui n'a pas besoin des autres, qui peut être heureuse dans son coin, etc. Elles sont orgueilleuses. Et si vous y réfléchissez, vous verrez que la plupart des facteurs de dépression sont liés à ça. Par exemple, on sait que la dépression est en partie liée à l'inflammation du corps, et que l'inflammation du corps est liée à ce qu'on mange. Mais beaucoup de personnes n'accepteront jamais de changer d'alimentation, et de ne plus manger leur plat favori, alors même que c'est pour leur plus grand mal. Ce qui est pourquoi, pour sortir de la dépression, il faut avant tout dégager de son propre chemin. Il faut lâcher son ego. Bref, pour terminer, je dirais juste que du coup, la dépression peut en fait être un bon signe. Ça peut être non pas le signe d'un mental faible, mais d'un mental très fort. D'un mental qui en veut tellement qu'il se fait du mal. Le signe d'un mental ambitieux, un mental inébranlable. Un mental qui a de grands idéaux et qui ne plaira jamais pour les réaliser. Un mental persévérant qui ne tolère pas que sa situation et la situation du monde soient aussi basses. Un mental qui n'accepte pas les problèmes. Un mental d'une personne qui réalise que certaines choses n'ont aucun sens et doivent être changées. Un mental de personne qui soucie de choses plus grandes que lui. Mais du coup, un mental qui a sacrément besoin d'être travaillé pour ne pas que sa force se retourne contre lui-même. Si vous vous reconnaissez dans ce genre de traits, le développement personnel est pour vous essentiel pour ne pas vous ruiner de l'intérieur. Les idéalistes névrosés sont hélas monnaie courante et on ne peut pas réaliser des idéaux quand on est dans l'état émotionnel aussi torturé et instable. C'est pourquoi, quand on est un idéaliste, il est essentiel de ne pas rester au stade vert, mais se développer vers les stades jaunes et turquoises du modèle des dynamiques en spirale. Arriver au stade turquoise est la clé pour rester idéaliste et vouloir changer les choses, mais en même temps accepter que le monde est parfait tel qu'il est, étant donné toutes les contraintes passées et présentes, et donc désamorcer tous les mécanismes de défense interne et avoir la paix intérieure sur son chemin. La clé à réaliser, c'est qu'en développant un niveau de conscience supérieur à la normale, vous serez probablement plus déprimé, névrosé et triste que la normale. Mais en continuant à développer votre conscience, ça va s'inverser. L'évolution n'est pas linéaire. Les premières gorgées du verre de la clairvoyance feront de toi un pessimiste cynique et dépressif. À ce stade, tu regretteras probablement d'avoir goûté à ce verre et de ne plus être dans la béatitude de l'ignorance. Ces gorgées te laisseront un arrière-goût très amer. Ta vie tout entière semblera fondée sur des illusions, des mensonges, etc. Plus rien n'aura vraiment de sens. Mais quand tu seras arrivé à la fin du verre,
tu réaliseras que tu n'avais jamais goûté à la vie en premier lieu. Sur ce, voilà qui close cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.